présente. Oui. Bonjour à tous. Donc Aurélie Blotière du bureau d'études Artelia. On est une ingénierie pluridisciplinaire et sur ce projet des Tours du Haut, on était bureau d'études environnementales, bureau d'études fluides et maîtrise d'œuvre d'exécution. Voilà. Didier Brault, donc directeur, enfin architecte et directeur chez Atelier Jean Nouvel, donc qui était responsable du projet des Tours du Haut, qui a duré un peu plus d'une dizaine d'années. Donc c'est un concours à la base lancé par la mairie de Paris, qui est un concours de charges foncières et de projets d'architecture, donc qui a été remporté en 2011. Et donc ça pose la question déjà de pourquoi faire des tours, parce que c'est une question qui se pose bien évidemment, surtout à Paris, où ça a été longtemps un tabou. Et donc c'est d'abord une décision politique qui a été prise, qui est celle du maire de Paris à l'époque, Bertrand Delanoë, qui a lancé des études d'urbanisme et qui a entraîné une révision du PLU et qui a abouti en fait à déterminer 3 sites autour de Paris où se sont construits des IGH, où vont se construire. Donc il y a eu le TGI par Renzo Piano, et il y a la tour Triangle par Herzog et de Meuron, et puis donc les tours du Haut par Atelier Jean Nouvel. Donc c'est d'abord une décision politique sur des endroits qui sont bien particuliers, et c'est ce qui justifie de faire une densité très importante dans un lieu urbain. Le terrain des Tours du Haut, c'est une friche ferroviaire qui mesure 6000 m², sur laquelle on a construit 106 000 m². Donc une densité qui est très très importante et qui s'explique par la proximité en fait de tout un tissu urbain très dense avec de l'habitat juste à proximité et un réseau de transport très développé avec un tramway, le RER, une ligne de métro, une future extension de ligne de métro vu qu'on a une réserve foncière à l'intérieur du bâtiment pour accueillir l'extension de la ligne 10 qui va aller vers Ivry, des bus en site propre et ainsi de suite. Donc ce qui fait que sur un lieu comme ça, on peut construire une très grande densité parce qu'en fait, on va minimiser complètement les transports individuels de type voiture, vu qu'il y aura moins de 5% des gens qui travaillent sur le lieu qui vont venir en voiture. Ça favorise également les déplacements en mode doux, parce que comme on est près du centre urbain, il y a des gens qui viendront travailler à pied ou en vélo. Voilà, donc ça, c'est la première un peu composante de pourquoi faire une tour, c'est construire de la densité dans une zone urbaine très bien irriguée en transport en commun. Après, sur le parti, disons, architectural, une tour, c'est obligatoirement un élément architectural avec une très forte symbolique, et donc qui doit s'inscrire dans un skyline et qui modifie ce skyline, qui va créer aussi de l'identité à ce quartier, et qui fait que, tout d'un coup, on va savoir exactement où on est sur un périmètre très important. Donc la démarche de Jean Nouvel, ça a été de créer une silhouette qui soit très identitaire, donc avec une forme très reconnaissable, et qui ne soit pas un parallélépipède, mais une forme travaillée avec une toiture, avec un corps, avec un socle en partie basse. Donc d'où cette forme un peu particulière de prisme, de façade inclinée et de façade différenciée. Donc la première démarche, c'était de trouver un petit peu la position de ces tours. Le plan d'urbanisme, il prévoyait de faire une petite tour côté périphérique, une grande tour côté Paris. Donc on l'a inversé parce que comme c'est un programme mixte, on a mis plutôt les bureaux là où il y avait le plus de nuisances le long du boulevard périphérique et l'hôtel plutôt dans la zone la moins soumise aux nuisances sonores. Voilà, donc ça c'est la silhouette qui apparaît, donc avec ses tours inclinées, et l'inclinaison, elle est également due à une volonté de révéler l'environnement de la tour dans ses façades, d'en faire quelque chose de dynamique. Donc le terrain est bordé par le boulevard périphérique, par des voies ferrées, par les maréchaux, et donc le fait d'incliner la façade de 5 degrés, ça permet d'avoir un reflet dans la façade avec toutes les voitures du périphérique qui se déplacent dedans et les trains qui circulent. Donc ça fait quelque chose de très dynamique, et tout en ayant une très grande porosité à la lumière.
Donc la particularité, ça a été de définir des façades qui soient différenciées en fonction de leur orientation. Donc on a des façades qui sont très soumises aux apports solaires. Donc la façade qu'on voit là, c'est la façade sud-ouest, donc elle reçoit énormément de soleil. Donc elle va avoir un traitement qui va être différent des façades nord-est, par exemple, où il y a beaucoup moins d'apports. Il y a la façade qui est le long du périphérique, qui a beaucoup de nuisances sonores, et donc qui va être traitée également de manière différente. Et en fait, toutes les façades vont avoir une écriture différente. C'est quelque chose qui est assez rare dans les IGH, où on privilégie la systématisation des façades, quelle que soit leur orientation. Sur sa conception des façades, ça a été vraiment un travail collaboratif avec les ateliers Jean Nouvel, avec le façadier EPAG et nous, Artelia, pour vraiment trouver l'optimum, orientation par orientation et usage par usage. Donc, sur cette façade-là, on est, du fait des contraintes acoustiques, sur une double peau épaisse. Il y a deux façades où on est en double peau. C'est les deux qui sont orientées autour du périphérique, donc la sud-est et la sud-ouest sur Duo 1, et sur lequel on a utilisé justement les outils de simulation pour trouver vraiment l'optimum qui permette de maximiser quand même la transmission lumineuse des vitrages, tout en ayant le facteur solaire le plus bas possible, mais en ayant un verre qui permette le côté reflet qui était souhaité par les ateliers Jean Nouvel. Donc il nous restait 2 vitrages, je crois, qui correspondaient pour faire cette façade-là. Voilà, donc on a un double vitrage à l'intérieur, un simple vitrage à l'extérieur, on a les stores entre les deux, et on a des coursives qui sont circulables pour la maintenance. Donc ça en fait un élément d'architecture qui est très performant en termes énergétiques et en même temps qui est au service d'une idée architecturale qui est celle du reflet dans la tour. Donc là on voit notamment dans l'image en haut à gauche que vu qu'on est à l'ouest, on a le soleil couchant dedans et que ça crée des panoramas qui sont assez étonnants. Donc ça c'est la façade nord-ouest et sud-ouest de la petite tour, dans laquelle il y a des bureaux et un hôtel, et où on a un système de brise-soleil extérieur qui est différent. Et donc, donc là, on a une façade qui est simple peau, et avec des brises-soleil en métal qui ondulent et qui créent de l'ombre sur la façade. Effectivement, sur cette façade-là, on avait moins de problématiques acoustiques. Il y a les voies ferrées qui passent en contrebas, mais on était plus éloigné de la nuisance du périphérique. Donc on a pu rester en simple peau, mais cela étant, on était quand même orienté toujours sud-ouest, donc comment se protéger des apports solaires. Et donc on a travaillé sur cette ondulation en fait, des brises soleil. Si tu passes peut-être la slide d'après. Voilà, l'idée, on a modélisé différents angles, différentes profondeurs en fait, de protection solaire pour faire en sorte qu'on arrive toujours à avoir la même protection, voilà, quel que soit le bureau dans lequel on se trouve. Donc il y avait différentes problématiques qu'on a abordées. Alors, ce qu'on voit sur le petit schéma qui est au milieu, c'était l'impact des brises-soleil sur la vue, sur le paysage, donc qui était aussi une question de la part de l'utilisateur, qui ne voulait pas que les brises-soleil descendent trop bas et gâchent un peu la vue. Donc on a mis des règles, c'est pour ça que les brises-soleil, en fait, plus ils sont relevés, plus ils sont profonds, pour en fait avoir la même protection en fonction de l'orientation du soleil. Il y avait des problématiques également de maintenance. Donc au début, on était parti sur quelque chose d'un peu aventureux avec des brises-soleil qui basculaient verticalement pour laisser passer une nacelle. En fin de compte, c'était un peu trop compliqué. Donc il y a un espace entre le brise-soleil et la façade pour qu'une nacelle verticale puisse passer, et ce qui n'empêche pas le rôle du brise-soleil. Donc ça, c'est la diversité de toutes les façades. Donc chaque bâtiment a ses 4 façades principales différentes, mais il y a également des façades qui sont différentes sur les parties hautes, sur le restaurant, sur le bar, sur le socle et sur la toiture. Voilà, donc ça fait une diversité très importante à chaque fois de dessins, mais qui amène aussi la définition, l'écriture du projet. Peut-être qu'on peut dire sur la difficulté qu'il y a eu à modéliser aussi en fait, la performance des brises-soleil extérieures, qui est un sujet qui nous tient à cœur, qu'on avait mis
en œuvre également sur le projet à Marseille de la tour La Marseillaise, c'est comment prendre en compte des brises-soleil extérieures dans les calculs de simulation thermodynamique et dans la réglementation. Parce qu'en général, on utilise des modèles qui sont très très simplifiés et on prend le cas le plus défavorable. Et donc, comme le brise-soleil, lui, il est fixe, que le soleil bouge, il a une performance qui varie en fonction de la saison et de l'heure de la journée. Donc ça, c'est grâce au développement des outils aujourd'hui informatiques, tant du côté de la modélisation architecturale que des simulations thermodynamiques, qu'en fait, il y a une opérabilité entre ces logiciels qui permet de prendre en compte quelque chose de beaucoup plus réel, qui correspond au projet, plutôt que des modèles abstraits. C'est particulièrement important sur ce projet parce qu'on est en plafond rayonnant réversible et donc on était limité effectivement dans la puissance de froid qu'on pouvait amener, notamment quand on a rencontré des bureaux d'angle. Donc ça nous a permis en fait de dimensionner au plus juste, vraiment en prenant en compte via la simulation thermique le pic d'ensoleillement qui restait exposé au pic de l'année, quoi. Donc la forme des bâtiments, on le voit, ce ne sont pas des parallélépipèdes rectangles, c'est plutôt des trapèzes avec des formes prismatiques à cause de l'inclinaison des façades. Donc c'est plus compliqué à dessiner et à construire. En même temps, ça fait des formes qui sont un peu plus anguleuses et qui permettent d'avoir une approche qui est un peu moins brutale. Et notamment pour le rapport au sol, le bâtiment qui est à gauche, qui est la plus petite tour, est constitué de terrasses successives qui permettent de ne pas avoir une verticalité trop importante pour les piétons. Et ça permet également de faire des terrasses qui sont plantées et de faire de la récupération d'eau de pluie et d'améliorer, enfin de limiter tous les rejets aux égouts. On a eu un objectif particulièrement ambitieux sur ce projet-là d'infiltration des eaux pluviales par rapport au PLU de Paris. On devait infiltrer toute la pluie de 12 mm sur une parcelle contrainte comme celle-là. C'était un sacré challenge. Donc c'est vrai qu'on a travaillé sur le déversement en fait, de toiture en toiture, des toitures qui sont végétalisées mais vraiment de façon intensive avec des épaisseurs de terre d'au moins 30 cm qui permettent vraiment de planter des sujets et d'infiltrer les eaux pluviales et en fait qui viennent ensuite se déverser dans le jardin qui se situe sur le belvédère, donc en surplomb des voies ferrées. Et in fine, vous avez deux puits d'infiltration qui se situent le long du périphérique pour vraiment infiltrer le reliquat des eaux pluviales qui ne sont soit pas infiltrés par les toitures, soit pas récupérés dans les toitures pour une partie d'arrosage. Je voulais aussi insister sur la partie mixité de la programmation. En fait, le fait que le projet accueille à la fois des bureaux, de l'hôtellerie, de la restauration, des commerces en pied d'immeuble, tout ça sur deux grandes verticalités. Ça nous a aussi servi dans la conception environnementale du projet. On a bien sûr fait de la récupération d'énergie sur les ascenseurs, vu les hauteurs que nous avons, mais on a aussi et surtout fait du recyclage des eaux grises. En particulier, toutes les eaux grises qui sont produites par la partie hôtellerie sont récupérées au pied de la petite tour et ça fait plus de 4000 m3 par an et 2000 m3 sur la grande tour qui permettent d'être réutilisés dans les sanitaires. Voilà. Donc après, peut-être sur la mixité des usages, c'était aussi important, vu qu'il y a quand même une dominante de tertiaire, mais il y a également un hôtel, donc, qui est la partie jaune, il y a un restaurant, il y a un bar et il y a des commerces sur le socle. Et donc c'était important d'avoir un bâtiment qui soit vivant en dehors des heures de bureau, et donc c'est-à-dire le week-end, le soir, et que ça ne soit pas un quartier mort à cet endroit-là. Vu qu'on est à un endroit où on fait le lien entre l'extrémité de l'avenue de France, qui est donc toute une ZAC qui s'est développée depuis la gare d'Austerlitz, et l'idée c'est de franchir le périphérique et de créer un lien avec la ville d'Ivry qui est juste de l'autre côté du périphérique. Et donc d'avoir des usages qui fonctionnent un peu tout le temps, ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus dynamique. Et par exemple l'auditorium qui lui est dans le socle des bureaux
Alors au début du projet, il était plutôt dans un étage intermédiaire, et il était descendu dans le socle, et ça permet d'en faire un équipement qui est aussi utilisé par les riverains ou par les associations de quartier et qui est mis à disposition. Donc ça fait un lieu qui est ça fait plus de porosité pour tous les usagers qui habitent autour, et ça permet de pouvoir monter en haut des tours et d'avoir un point de vue, alors que souvent ce type de bâtiments sont assez fermés. Et pour terminer sur cette présentation, sur les différents enjeux environnementaux, on a parlé effectivement de la conception des façades qui était vraiment l'élément marquant de ce projet-là, le recyclage des eaux grises. On peut aussi mentionner que donc chacune des toitures sont équipées de panneaux solaires. Sur la grande tour, on a des panneaux photovoltaïques, et sur la petite tour, c'est des panneaux solaires qui viennent produire 40% de l'eau chaude sanitaire de l'hôtel qui se situe juste en dessous. Et un point important, même, on en parle beaucoup maintenant, mais quand on a fait la conception du projet, entre 2012 et 2016, on a poussé à changer la formulation du béton. Au lieu d'utiliser le ciment classique CEM1, de mettre plutôt du ciment CEM3 là où les classes de résistance le permettaient. Et par rapport à un projet plus standard, on a permis de diminuer de 28% l'impact carbone du béton sur ce projet. Et au global, on pourrait dire bien d'autres choses qu'on a fait sur ce projet-là, parce que l'idée, c'était vraiment d'avoir les certifications les plus hautes sur ce projet, donc HQE exceptionnel, LEED platine, WELL platine. Il y a eu tout un travail aussi sur le confort des usagers. Il faudrait faire une autre conférence là-dessus. Voilà, Wired Score et Finergy+. Voilà, merci. Merci à tous les deux. Vous avez été très ponctuels également, donc il nous reste 3 minutes pour prendre des questions, si toutefois vous en avez. Oui. Alors, attendez, vous avez levé la main et le micro arrive. Juste lever la main et le micro va arriver, monsieur. Pardon. Bonjour Camille Bertin. C'est quoi le poids carbone du coût du bâtiment? Parce que du coup, on comprend bien que vous arrivez à réduire de 28% sur le CEM1, CEM3, mais au global, les deux tours, elles pèsent combien en carbone? Et quid de la part spécifique des produits de construction et équipements sur le bâtiment? Alors, j'ai plus les valeurs en tête. Quand on a fait le bilan carbone, pour moi, on reste sur les ratios habituels qu'on constate en bâtiment tertiaire, de 2 tiers produits de construction et un tiers énergie. Voilà. Après, sur la valeur en elle-même, de mémoire, on avait regardé par rapport à E+, C-, comment on se positionnait, et on arrivait autour de carbone 1. Merci. On avait une autre question, allez-y. Est-ce que vous avez un retour d'expérience en phase d'exploitation sur les consommations d'énergie finale primaire sur la partie tertiaire? Est-ce que par rapport à votre simulation en amont? On en parlait juste Alors, tout à l'heure. le bâtiment en fait donc a été entièrement loué dès la conception, et l'aménagement s'est fait durant l'année 2022. Donc en fait c'est un peu tôt pour avoir un véritable retour. Aujourd'hui, depuis le mois de juin, il y a les premiers occupants qui ont commencé à arriver. Donc, visiblement, le contrôle, c'est limité pour l'instant parce qu'il n'y a eu que 6 mois et pas à pleine capacité. Mais a priori, on est en dessous des consommations qui avaient été estimées. Mais ce qui va être intéressant, c'est de l'analyser à plus long terme, bien entendu. Et aujourd'hui, il y a tous les outils qu'il faut pour le mesurer et pour faire la comparaison. Sinon, est-ce que vous avez la mémoire du facteur solaire avec brise soleil là, sur cette façade sud-ouest que vous avez montré tout à l'heure? Excusez-moi, je n'ai pas entendu le début. Si vous avez la mémoire du facteur solaire global avec protection solaire sur cette façade sud-ouest en simple pot? Je ne sais plus, on doit être à 0,25. Si vous en rappelez, quoi. Sur la petite tour, celle qui est avec les... Ah, avec le bas soleil. Avec les ondulations que vous nous avez montrées là. De mémoire, je pense qu'avec le vitrage, on était sur du 0,28, et avec les brises soleil, on arrivait à descendre encore effectivement autour d'un 0,2. Merci à tous les deux. Ah. On arrive au bout de cette séquence. On prendra votre question juste après la prochaine intervention. Alors, on va encore changer de sujet. Je vous l'ai dit, c'est très